Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. 5e et dernier volet de notre semaine spéciale défis et perspectives démographiques en Afrique. Notre dossier du jour sera consacré aux mesures urgentes prises pour faire face à la croissance grandissante. Au sommaire également, la diplomatie en Afrique. Le continent au potentiel multiple est au cœur des relations internationales. Nous reviendrons sur les fondamentaux de la diplomatie africaine. Et puis remaniement ministériel en Algérie. Ce mercredi 24 mai, le président Abdelaziz Bouteflika a nommé un nouveau Premier ministre et c'est l'ancien ministre de l'Habitation en poste depuis 2012, Abdelmajid Tebboune, qui sera à la tête du gouvernement. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Jean-Claude Moulinda-Habi, qui est journaliste. Bonsoir et merci pour votre invitation. Bienvenue également à Lionel Boko, qui est économiste. Bonsoir. Et enfin, bienvenue à notre éditorialiste Gracien Roquin-Kiza. Merci, Dira. Bonsoir à tous. Tout de suite, l'info du jour. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès ces dernières années. L'Afrique demeure un partenaire non négligeable dans les prises de décision mondiales. Avec cette volonté d'unité africaine affichée par les dirigeants du continent, la diplomatie africaine a désormais un rôle central à jouer, un rôle qu'elle jouera face à de nombreux défis, comme nous l'explique Mariam Adramé. La diplomatie africaine a fait d'innombrables progrès sur le continent. Parmi ces réussites, on peut citer l'avènement du passeport africain. Bien qu'étant pour le moment réservé aux chefs d'État et d'autres personnalités, le document prouve la volonté des dirigeants africains de s'unir. On peut parler d'une diplomatie africaine parce que la diplomatie africaine, c'est l'ensemble des prises de position des chefs d'État dans le cadre de l'Union africaine pour porter la voix de l'Afrique à travers le monde. C'est dire que, comme le dit Kwame Nkrumah, où nous nous unissons, où nous périssons. Et l'Afrique a intérêt à s'unir. Et c'est le sens de ce livre pour revisiter tous les paradigmes de la diplomatie africaine et pour faire revivre la renaissance africaine dans un contexte actuel, dans un contexte de mondialisation. Auteur du livre La diplomatie africaine, Pierre Dagbo, professeur en sciences politiques, revisite à travers son ouvrage les fondamentaux de la diplomatie africaine et restitue au plan scientifique l'état des connaissances théoriques et des approches pratiques. La théorie complète la pratique. La théorie de la diplomatie africaine, c'est toute l'histoire du panafricanisme, toute l'histoire de l'unité africaine développée par Kwame Nkrumah et bien longtemps avant lui par des auteurs comme William Dubois, etc. Donc c'est cette théorie qui sert de fondement aux actions des chefs d'État africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les pays africains doivent inscrire leurs actions dans la défense de l'Afrique et des intérêts de l'Afrique contre l'extérieur. Avec les enjeux qu'elle représente, l'Afrique demeure un partenaire non négligeable dans les prises de décision mondiales. Avec cette volonté d'unité africaine affichée par les dirigeants du continent, la diplomatie africaine a désormais un rôle central à jouer. Gracien, est-ce que vous estimez que finalement, il existe une diplomatie africaine qui existe et qui surtout est efficiente? Pour moi, il n'y a pas de diplomatie africaine parce qu'en fait, il y a plusieurs points de vue des pays africains, des présidents africains. On n'a pas encore déterminé une vision commune. Ce n'est pas comme du temps de Nkrumah, de Nyerere et de Lumumba. On sait aujourd'hui, il y a des intérêts divergents des pays des autres. Si on parle de la diplomatie, il faut savoir qu'il faut entendre l'économie. Ce n'est pas pour faire la politique pour la politique. Est-ce que les pays africains ont une même conception, par exemple, de la dette, ont une même conception des relations avec la Chine ou les États-Unis, ont une même conception au niveau des droits qu'ils ont dans la CP? Je ne crois pas. Est-ce qu'on a des États africains qui pèsent un peu plus sur les autres, face aux autres surtout? Oui, il y a des pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme l'Égypte ou l'Algérie ou le Maroc. Des pays économiquement forts, est-ce que c'est là, il faut avoir de l'argent pour pouvoir donner son non, c'est pas seulement avoir de l'argent. Il y a des petits pays, qui se font entendre, mais il s'agit d'harmoniser. On pourrait dire, pourquoi ne pas avoir un ministre des Affaires étrangères de l'Afrique qui pourrait parler au nom de l'Afrique pour que l'Afrique soit respectée, pour qu'il n'y ait pas finalement une ingérence dans un pays africain que les autres se taisent. Monsieur Boko, vous estimez, vous, qu'il existe une diplomatie africaine? Ça aurait été souhaitable qu'il existe une diplomatie africaine, mais la diplomatie africaine, comme disait mon camarade, n'existe pas. Chaque pays essaye de défendre ses propres intérêts. Et surtout, les grandes nations savent appliquer convenablement le fameux diviser pour mieux régner.
Et ce diviser pour mieux régner que les grandes nations nous appliquent nous empêche d'avoir une diplomatie africaine en tant que telle, mais ce serait bien que les États puissent s'unir, puissent avoir une vision commune, puissent avoir, comme disait Gratien, une politique étrangère commune, mais on est encore, je crois, c'est là loin finalement du compte. tout le rôle de l'Union africaine. Est-ce que finalement cette institution est utile à ce niveau-là? Mais force est de constater que non. Si elle était utile, elle aurait pesé de tout son poids. Monsieur Moulinda Habi, est-ce que vous partagez ce point de vue? Finalement, on parle d'une diplomatie africaine en perte de vitesse aujourd'hui. Tout à fait, il y a un grand retard qui est manifeste parce que bon, c'est comme si actuellement les grandes puissances, comme s'ils autorisaient les pays africains comme devenant, comme pouvant bénéficier de l'intégration. Imaginez-vous vraiment qu'on puisse utiliser ce terme d'intégration dans le domaine des relations de la diplomatie internationale. Or, ce continent africain, c'est un continent quand même qui n'est pas négligeable même aux yeux de ces grandes puissances parce qu'il constitue, il faut qu'on se le dise clairement, c'est un grand marché, mais aussi où on puise beaucoup de matières premières, c'est-à-dire que quand on parle du poids qu'on doit avoir dans la relation... On ne l'a pas réellement et on ne siège toujours pas, par exemple, au Conseil de paix et de sécurité de l'ONU et on n'arrive pas à s'entendre aussi au niveau de ce siège, de ces deux sièges ou éventuellement un siège africain que l'Afrique pourrait... L'Afrique a déjà réclamé qu'il puisse bénéficier d'au moins un siège au Conseil de sécurité. Je pense que peut-être ça va venir, mais je faisais allusion à ce que on ne peut pas toujours se dire que le continent africain est pauvre parce que justement, il n'arrive pas justement à se faire entendre. Et comment il pourrait se faire entendre? Mais finalement, je ne sais pas si on a vraiment besoin de cette place au Conseil de sécurité tant qu'on n'a pas harmonisé. Si l'Afrique du Sud, par exemple, se trouve dans le Conseil de sécurité en membre permanent. Ça créera davantage de querelles entre les Africains. Déjà, on va dire, les Sud-Africains, tout ce que vous avez défendu, ça ne correspond pas aux intérêts des Africains. Il faut d'abord qu'on harmonise. On sait bien qu'en Europe, les Anglais, les Français essaient de s'entendre, les Américains sur beaucoup de points. Mais il faudrait quand même laisser l'Afrique donner son point de vue autour de tous ces conflits qui faisons le ménage d'abord chez nous. Faisons le ménage d'abord chez nous. La conception des choses. La question, par exemple, du Sahara occidental, Polisario ou autre. Est-ce qu'on a la même vision? Non. La question de ce qui se passe au Sud-Soudan, on n'a pas la même vision de ce qui se passe au Burundi, alors que les autres pays essaient de s'entendre sur les bases, disons, pas dans les détails, mais la façon de faire. On a vu les Européens, comment ils ont réglé la question de la Bosnie. Et en Afrique, ce sont les Européens qui vont régler des questions. Oui, mais parce que finalement, le budget aussi, il faut le dire. Pas seulement le budget. N'est pas assumé par nos États africains. Oui, c'est pas seulement le budget. Le budget, en fait, c'est la conséquence de ce qui a été décidé. C'est l'économie, c'est la politique. Il faut qu'elle soit bien décidée pour qu'on se dise on va se donner les moyens, mais on ne peut pas se donner les moyens tant qu'on ne sait pas. Mais avec le poids économique et le poids démographique qui sont tous deux en pleine croissance autour de ce continent africain, est-ce que vous espérez un jour qu'il existe réellement un poids réel de cette diplomatie africaine, M. Boko? Prenez par exemple le cas du Nigeria. Dans de récents conflits, on a vu que l'armée du Nigeria était intervenue. Pourquoi le Nigeria peut intervenir? Parce que le Nigeria est la première puissance économique d'Afrique. Donc le Nigeria a son mot à dire. Alors, mais nous, on veut que l'Afrique parle d'une seule voix. Oui, pas que le Nigeria. Et ça va être difficile pour que l'Afrique parle d'une seule voix. Il faut déjà, comme dit Gratien, qu'on arrive à s'entendre, à se mettre autour de la table pour définir une ligne directrice, afin plutôt de pouvoir être entendu par les autres. Gratien, vous êtes optimiste, vous, autour de ces enjeux, le poids futur de... Oui, je suis optimiste parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en Afrique, il va y avoir des dirigeants qui ont une vision patriotique, une vision panafricaine, en sorte qu'ils vont changer la vision de, disons, l'Afrique, l'Union africaine. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de populations, de peuples qui aspirent vraiment à ce que l'Afrique se fasse entendre, parce qu'il y a d'autres dirigeants, à mon avis, je pense, s'ils ne vont pas quitter le pouvoir,
La vieillesse va les emporter. On va à présent parler de l'Algérie où Abdelmajid Tebboune a été nommé comme nouveau Premier ministre ce mercredi 24 mai par le président Abdelaziz Bouteflika. C'est l'ancien ministre de l'Habitation à la tête du gouvernement. Donc l'homme de 71 ans remplace Abdelmalek Sellal. On fait le point avec Sharon Kamara. C'est une nomination qui aura surpris toute l'Algérie. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné ce mercredi 24 mai Abdelmajid Tebboune comme Premier ministre. 3 semaines après les élections législatives où le Front de Libération Nationale est arrivé en tête, partis politiques et médias algériens s'attendaient à la reconduction de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal. M. Sellal est là depuis 2012, ça fait 5 ans, et qu'il a été un peu critiqué dans la gestion de certains dossiers, notamment dossiers liés à l'économie, parce que l'Algérie connaît une situation financière difficile, effondrement des recettes de plus de 50% en raison de la conjoncture, la mauvaise conjoncture pétrolière et gazière, et que l'Algérie peine toujours à sortir du règne de l'ère du pétrole et du gaz, mais également à diversifier son économie. À 71 ans, Abdelmajid Tebboune est considéré comme un proche du chef de l'État. D'abord ministre de la Communication et de la Culture en 1999, il a ensuite été nommé ministre de l'Habitation à 2 reprises. En 2016, il a été décoré au titre de l'Ordre du Mérite National, une distinction qui faisait de lui le nouvel homme de confiance du président Abdelaziz Bouteflika. Il y a des urgences pour le prochain gouvernement qui aura une durée très courte puisqu'en 2019 il y a des élections présidentielles. Donc sera justement de redresser l'économie, chose à laquelle le cabinet Sellal a échoué. Il y a une volonté de changer les choses, une volonté aussi de la part du gouvernement et du président de relancer l'appareil économique parce qu'il y a énormément d'attentes sociales en Algérie et énormément de demandes pour que les choses s'améliorent sur le plan économique. Premier ministre depuis septembre 2012, Abdelmalek Sellal aura dirigé 5 gouvernements. Il a aussi occupé plusieurs fonctions ministérielles et avait dirigé les campagnes électorales du président en 2004 et 2009. Son successeur Abdelmajid Tebboune prend officiellement ses fonctions ce jeudi 25 mai. Gracia, on parle de surprise aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement le cas ? Je ne pense pas que ce soit une surprise pour beaucoup de gens, mais en réalité, ça pouvait s'attendre à quelque chose parce qu'en fait, il y a eu des élections législatives, même si le FLN les a gagnées. Il y a eu une participation de 35%. Et le FLN a eu moins de voix que le bulletin blanc. Cela veut dire que finalement, les Algériens se sont dit on ne va pas voter contre le FLN, mais en réalité, on va essayer de faire. Il reste au pouvoir avec moins de confiance. Et puis en plus, le Premier ministre Sellal avait reçu une mission de négocier avec le courant islamiste et la coalition islamiste, ce qu'il n'a pas pu faire. Donc quel message finalement est lancé par le président Abdelaziz Bouteflika en écartant Abdelmalek Sellal? Je pense qu'il y a eu 2 messages. Il y a le premier message pour dire voilà, je suis là, j'existe toujours parce que le Premier ministre a commencé à prendre de la place. Et pourtant, certains disent que justement, il a été évincé pour remplacer le président Abdelaziz Bouteflika. À contrario de ce que vous dites. Donc. Oui. Bon, et c'était une façon d'exister aussi. Bouteflika, il montrait qu'il existe encore. Mais en même temps, je pense qu'il prépare son successeur. M. Tebboune, je pense qu'il sera le futur président de l'Algérie. Et c'est une bonne façon de faire. Monsieur Moulinda Abi, est-ce que finalement on prépare le nouveau Premier ministre à remplacer le président Abdelaziz Bouteflika? Oui, je voudrais juste dire un mot par rapport à ce que disait Gracien. C'est que c'est quand même une surprise. Parce que le Premier ministre Sellal s'était déjà mis à composer le nouveau gouvernement. Parce que comme il y avait eu, on dirait, de succès des élections qui avaient abouti aux attentes du président Bouteflika, il pensait, il se voyait vraiment poursuivre dans la même fonction. Et justement, pourquoi il n'a pas été bénéficié de la confiance du président Bouteflika? On évoque, les observateurs évoquent l'échec, entre guillemets, du fait que le Premier ministre Sellal n'est pas parvenu à convaincre la coalition islamiste. Or,
C'est vraiment un enjeu majeur dans ce pays. Si on doit viser aussi, si on doit pérenniser la sécurité dans ce pays, il faut qu'on parvienne quand même, bon, je ne dirais pas à contenir, mais au moins à apaiser la coalition islamique. Est-ce que c'est finalement une rupture qui est annoncée? Parce qu'il y a quand même une nouvelle configuration gouvernementale qui s'est mise en place et on a des ministères clés qui ont été évincés, ministère des Affaires étrangères, des Finances, de l'Énergie, ce sont des postes quand même importants et on les a écartés du pouvoir. Est-ce qu'il y a une rupture? Non, il n'y a pas de rupture parce que M. Tebboune, c'est quelqu'un qui a toute la confiance du président Bouteflika depuis 1999 qu'il est au sein du gouvernement. C'est juste un petit changement. C'est juste pour aussi donner une image justement à l'égal de non seulement des Algériens dans leur ensemble. On dit de lui qu'il a un style musclé et un caractère autoritaire finalement. Est-ce qu'il va se distinguer de M. Abdelmalek Sellal? Ça pourrait arriver, mais il n'y a que vraiment la poursuite du clic du président Bouteflika, toujours au pouvoir. Il faut qu'on se le dise aussi, c'est quand même un pays où qui est dirigé avec une main de fer et il n'y a que cet entourage du président qui... il n'y a pas de changement. Hein, aucun changement profond. Aucun changement profond. On va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. Tout de suite.